Bonsoir et bienvenue dans Chaque Voix compte, votre nouveau rendez-vous quotidien sur LCP. Tous les soirs, 1 heure de décryptage et de débat autour des sujets qui vous concernent ou vous préoccupent. Je continue de vous présenter l'équipe. Ce soir et désormais chaque vendredi, c'est Anna Cabana qui sera à mes côtés. Bonsoir Anna. Bonsoir chère Adeline. Et bienvenue dans l'aventure Chaque Voix compte. Tout de suite, c'est le sommaire de ce vendredi avec à la une ce soir, crise politique et crise sociale. La folle semaine, ça a commencé lundi avec la chute de François Bayrou, mardi la nomination de Sébastien Lecornu, le mouvement Bloquons tout mercredi et cette semaine va se finir avec peut-être une dégradation de la note de la France par l'agence Fitch. Comment sortir de toutes ces crises? On en parle avec nos 3 invités. Anne-Sophie Alsif, chef économiste chez BDO France, Antoine Oberdorf, journaliste au service politique de l'opinion et François Boulot, ex-avocat et ex-figure des Gilets jaunes. Bonsoir à tous les 3 et merci d'être là. Anna, vous avez suivi évidemment cette folle semaine et vous nous raconterez ce soir la petite histoire qui éclaire la grande. La visite que Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, a rendue au parrain Nicolas Sarkozy, l'ancien président. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Faut-il avoir peur des agences de notation alors que Fitch va donc peut-être ce soir être la première à abaisser la note souveraine de la France? Et alors, nous attendons vos questions en flashant le QR code qui s'affiche ici. On va en débattre avec Constance Le Grip, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, Christine Lavarde, sénatrice LR des Hauts-de-Seine et Léon Desfontaines, porte-parole du PCF. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. On est vendredi et on ne sait dire si cette semaine a été très longue ou si elle est passée à la vitesse de l'éclair entre la chute de François Bayrou, la nomination de Sébastien Lecornu et les manifestations du mouvement Bloquons tout. D'abord le film de la semaine donc, avec Thibaut Enoch. Mercredi, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu raccompagne son prédécesseur François Bayrou aux portes de Matignon. L'un semble libéré d'un poids, l'autre l'endossé. C'est le point d'orgue d'une folle semaine politique. Contre 364. Lundi, 19h, François Bayrou vient de perdre son pari. Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Celui d'obtenir la confiance de l'Assemblée sur un discours dit de courage et de vérité. Notre pronostic vital est engagé. Une chute attendue, mais une crise politique ouverte. Le RN appelle à la dissolution. Le seul moyen, c'est de reconsulter les Français pour qu'ils arbitrent. La gauche à la cohabitation. Emmanuel Macron n'a pas de choix que de nommer quelqu'un issu des rangs du nouveau Front populaire. Désespoir vite douché. Mardi, la nouvelle tombe. Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre. Cette fois, le président a fait vite. Le temps presse. À la veille de la journée de mobilisation du mouvement Bloquons tout. Mercredi, la France est en effervescence. Dans la rue, la colère sociale s'exprime. Au même moment, Sébastien Lecornu prend ses fonctions. Il va falloir des ruptures. Un discours d'ouverture pour un Premier ministre qui sait qu'il va marcher sur un fil tendu entre les extrêmes. Soit il y a rupture, soit il y aura censure. On va exiger de M. Lecornu un vote de confiance. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il y aura une motion de censure. Jeudi, la mission impossible commence. Pour trouver une majorité, Sébastien Lecornu consulte les dirigeants du socle commun d'abord. Pour lui, la tâche va être rude. Puis les syndicats ce vendredi. On lui a réaffirmé qu'on était plus que jamais motivé pour aller dans la rue. Voilà le nouveau Premier ministre prévenu. Son optimisme, on va y arriver, n'est pas encore totalement partagé dans le pays. Alors, premier tour de table. Tiens, quelle image retenez-vous dans ce film de la semaine? Anne-Sophie Alsif, pour commencer. Alors, l'instabilité qui continue. La bonne nouvelle, c'est que c'était anticipé. On savait depuis l'annonce de François Bayrou et donc du vote de confiance pour le 8 qu'il y allait sûrement avoir une chute du gouvernement. Donc c'est vrai que concernant l'économie, on n'est pas dans une situation, on a eu un effondrement ou en tout cas, on a vraiment eu une crise suite à l'annonce de la chute du gouvernement. Tout ça a été anticipé en effet depuis 1 an, depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé la dissolution. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a vraiment une croissance qui a ralenti et où le pays est vraiment à l'arrêt, que ce soit pour la consommation des ménages ou l'investissement. Donc on continue, on va dire, dans cette situation d'instabilité. Antoine Oberdorf. Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement
quelque part la fête de l'insignifiance un petit peu des Français qui effectivement continuent. L'instabilité est devenue la norme. Et donc l'image, c'est celle de cette passation d'impuissance entre Sébastien Lecornu et François Bayrou. Un François Bayrou qui a voulu être le lanceur d'alerte magnifique, l'éveil des consciences sur la dette, c'était son sacerdoce, et qui part vraiment piteusement. Un Sébastien Lecornu qui ne pouvait pas finalement faire autre chose qu'un discours extrêmement court, d'humilité en promettant des ruptures, mais lesquelles on ne voit pas bien. On sait en tout cas que ça se passe à l'étage d'au-dessus, chez Emmanuel Macron. Et vous, François Boulot, quelle est l'image que vous retenez de cette semaine ? Moi, je retiens évidemment la mobilisation du 10 septembre, mais peut-être plus encore pour cette semaine, le fait que le gouvernement Bayrou soit tombé. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire, c'est que François Bayrou, il a sollicité le vote de confiance et il en connaissait l'issue, tout le monde en connaissait l'issue à l'avance, parce qu'il y avait le mouvement du 10 septembre et à mon avis parce que derrière le mouvement du 10 septembre, il y avait le spectre des Gilets jaunes qui planait. Et les Gilets jaunes, évidemment, il y a 7 ans, avaient fait très peur au pouvoir et donc je pense que ça a joué, ce qui fait qu'on entre dans une nouvelle ère, vraiment, où les dirigeants ont vraiment peur maintenant de la foule qui peut s'organiser et ça signe encore, plus encore, je dirais, la rupture entre d'un côté les dirigeants politiques et de l'autre les citoyens qui n'arrivent pas à se faire entendre. Anna ? Mais il y a quand même l'orgueil. Vous parliez tout à l'heure, Antoine, vous dites que François Bayrou a été piteux. Mais alors, il ne le vit pas du tout comme ça, François Bayrou. Lui, il considère qu'il a fait... Il y a du panache. Ah non, mais que pour lui, c'est l'orgueil suprême. Son orgueil était à son paroxysme, il a simplement eu tort d'avoir eu raison trop tôt. De l'Assemblée nationale. Il considère qu'il a fait un discours de courage, de vérité, que lui seul incarne le courage et la vérité. Ce qui est intéressant, quand même, c'est les histoires que les hommes politiques et les femmes politiques arrivent à se raconter à eux-mêmes et à y croire vraiment et sincèrement. Et François Bayrou, il se trouve remarquable dans cette séquence. Alors, on va parler de Sébastien Lecornu, parce que vous aurez remarqué que la rupture promise par le nouveau Premier ministre, c'est d'abord une rupture médiatique. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'images, ou très peu en tout cas depuis mardi. Le nouveau Premier ministre consulte. Est-ce que la discrétion, c'est déjà un marqueur de ce que sera son exercice du pouvoir, Antoine ? Sébastien Lecornu, c'est son tempérament, est un homme économe de ses mots. Ça tombe bien, on l'a connu jusqu'à présent dans le registre de ministre des Armées. Il était à la tête de la Grande Muette, et précisément, quand on est ministre des Armées, généralement, ça file droit. C'est un homme aussi dont on vante les qualités de négociateur, sa faculté à trouver du consensus. Mais soyons honnêtes, lorsqu'il s'agit de faire passer une loi de programmation militaire, il est infiniment plus simple d'aller chercher du consensus que lorsque vous devez aller faire passer un budget dans les circonstances actuelles à l'Assemblée nationale. Et enfin, Sébastien Lecornu, c'est un homme qui est, je dirais, dénué de toute forme de sectarisme. Il n'y a pas de question d'arc républicain ou d'excommunication avec Sébastien Lecornu. C'est un homme capable, dans le même mouvement, de dîner avec Marine Le Pen et d'appeler un socialiste. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été nommé, mais la première de ses caractéristiques, c'est le fait d'être un fidèle, le dernier fidèle peut-être d'Emmanuel Macron, le dernier grenadier de la garde. C'est la raison pour laquelle il a été nommé. Une anecdote simplement. En décembre dernier, lorsque Sébastien Lecornu était pressenti pour Matignon, mais que finalement François Bayrou s'était imposé président de la République. À ce moment-là, faisant mine de dissuader le président de la République de le nommer lors d'un déplacement à Riyad, en Arabie Saoudite, Sébastien Lecornu avait dit au président de la République « Ne me nommez pas, je vous suis trop lié, je ne serai pas un fusible, je serai conducteur d'électricité. » Eh bien voilà, tout est résumé. Si demain, Sébastien Lecornu venait à chuter, c'est directement sur l'Élysée que s'abattrait la foudre. Oui. On parlait des consultations, on a vu notamment aujourd'hui, donc il a rencontré Marie-Lise Léon de la CFDT. Est-ce qu'on sait quelque chose de ce qui se dit dans ces consultations ? C'est quoi ? C'est des négociations, c'est des marchandages ? Chacun y va pour fixer ses lignes rouges ? Négociation de marchand de tapis, oui, je crois que vous avez vous avez visé juste. Il y a eu un épisode un petit peu malheureux pour Sébastien Lecornu, et je crois que ses équipes ont essayé tout de suite d'éteindre l'incendie. C'est que la première information qui a fuité chez nos confrères du Monde, c'était le fait de reprendre un conclave sur la réforme des retraites. Autant dire que pour incarner une rupture avec François Bayrou, on ne pouvait pas s'y prendre plus mal. Bon, tout ça a été... Mais est-ce que justement, parce que Gabriel Attal disait hier que le meilleur moyen de faire échouer les négociations, c'est de faire fuiter, en tout cas un proche de Gabriel Attal disait cela, et ce qui expliquerait le silence autour de ces consultations. Anne-Sophie Alsif, par exemple, faire fuiter une information sur la réforme des retraites, est-ce que c'est justement le meilleur moyen de faire capoter ce projet et de l'enterrer ?
Non, pas du tout. Là, je pense qu'on est vraiment dans une instabilité beaucoup plus globale et la volonté, parce qu'on est trop près des présidentielles, d'avoir un pacte. Quand on regarde nos partenaires européens, notamment l'Espagne, qui a aujourd'hui le taux de croissance le plus dynamique de la zone euro, ils n'ont pas de gouvernement depuis 3 ans. Et ça ne pose pas de problème. On parle aussi de nos amis belges, qui souvent sont dans une instabilité. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans des coups et dans des jeux politiques. Il pourrait y avoir un accord en disant, voilà, jusqu'en 2027, comme on n'a pas de majorité claire, on fait un accord d'un budget, vraiment à l'espagnol, à minima, parce qu'on ne peut pas porter de grandes réformes, juste pour avoir un budget et pour sortir de cette instabilité qui bloque le pays. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce soit les partis de droite ou de gauche disent, on refuse de faire un budget, qu'il soit économie ou autre, parce que ça va coûter aux Français. Oui. Il faut quand même être très clair, et là, on est d'accord ou pas avec M. Bayrou, là où il a été bon à mon sens, c'est qu'il a quand même remis la question de la dette au milieu du débat. Alors après, on est d'accord, on a nos opinions, etc., mais au débat. Et il faut juste le voir, économiquement, les premières personnes qui sont les premières victimes d'une hausse de la charge de la dette, ça reste toujours les foyers, les ménages les plus bas. Là, déjà, depuis 1 an, augmentation de la charge de la dette, vous avez une augmentation des taux des prêts immobiliers. Les prêts immobiliers, ça touche absolument tout le monde. Donc, même si on est d'accord ou pas d'accord, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu dans ce débat vraiment la question de la dette qui a été mise au centre, et on voit que tout ce qui est à côté, réforme des retraites, etc., voilà, on est vraiment dans des jeux politiciens, mais ce n'est pas du tout ça qui va faire qu'on va avoir un budget. Et encore une fois, il faut être très clair que ce soit les marchés financiers ou nos partenaires européens, ce qu'ils veulent, c'est un budget. Le reste, ça leur est complètement égal. C'est d'ailleurs peut-être le seul héritage dans l'immédiat de François Bayrou, c'est le fait d'avoir mis ce chiffre de 44 milliards d'euros bien dans la conscience des Français. Il voulait véritablement que chacun prenne conscience de la gravité de cette dette et précisément de la charge des intérêts de la dette qui s'apparente désormais à un budget équivalent à celui de l'éducation nationale. Donc c'est ce péril-là sur lequel il a voulu alerter, et ce faisant, il a, à mon avis, à mon sens, mis au jour 2 hypocrisies fondamentales. Celle d'une opposition de droite qui passe son temps à donner des leçons de bonne gestion budgétaire, mais qui en réalité, dès lors qu'il s'apprête à prendre des mesures impopulaires, typiquement la suppression de jours fériés, est incapable d'en assumer le coût politique, alors qu'il y avait un débat de fond sur l'augmentation du temps de travail et de la quantité de travail fournie par les Français. Et de l'autre côté à gauche, une gauche qui, lorsqu'elle nous présente un contre-budget comme l'ont fait les socialistes, est en réalité capable d'une seule chose, des recettes fiscales. Fiscaliser toujours plus. 26 milliards de nouvelles recettes fiscales dans le contre du budget des socialistes. François Boulot. Oui, en fait, sur la question de la dette, quand même, on dit que François Bayrou l'a mis au centre, mais en fait, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a la dette, que c'est un problème, que le déficit qui est à plus de 5%, c'est un problème, que ça augmente la charge de la dette et qu'effectivement, ça grève le budget et que ça, c'est autant d'argent qui ne sert pas les services publics et qui ne sert pas les citoyens. Tout le monde est d'accord. La question, c'est comment on réduit l'endettement ? Comment on réduit le déficit ? Qui on fait payer ? Et là est le blocage, parce que l'année dernière, il y a eu des élections et 2 tiers des Français ont dit on ne veut plus de la politique d'Emmanuel Macron. On ne veut plus de cette politique, notamment, qui a donné des aides publiques massives aux entreprises, qui a fait des cadeaux fiscaux aux plus grandes fortunes. On ne veut plus de cette politique-là. Alors on a un blocage, parce qu'effectivement, les 2 tiers des Français, donc une très grande majorité, a dit on ne veut plus de cette politique, mais il n'y a pas d'accord majoritaire sur la politique alternative à conduire. Mais là où je voudrais prendre un tout petit peu de recul par rapport aux discussions qu'on a pour qu'on comprenne bien à quel point le malaise est profond, c'est qu'en réalité, on vit l'effondrement d'une politique qui est conduite depuis 40 ans. C'est même pas Emmanuel Macron tout seul. Avant lui, François Hollande, avant lui, Sarkozy, avant lui, Chirac. En fait, depuis 83, le fameux tournant de la rigueur, on est rentré dans une politique qui a été néolibérale, qui est étalée dans la construction européenne, avec le libre-échange, et on a petit à petit accentué ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire la politique d'aide massive aux entreprises. On voit le résultat. Aujourd'hui, le résultat. Attendez, oui, mais attendez, le résultat économique de ça, c'est qu'on n'a pas de réindustrialisation. On a un chômage qui n'a pas baissé, ou s'il a baissé, c'est par de la création d'emplois précaires, mal payés, et on a un effondrement du taux de productivité. On a une croissance qui est très faible, et on a des comptes publics qui sont dans le rouge. En fait, le seul indicateur économique qui se soit vraiment amélioré, c'est l'explosion des patrimoines des grandes fortunes. Et donc, face à ce bilan qui est un échec, ce qu'on devrait avoir, au moins du personnel politique et de la classe dirigeante en général, c'est de se dire, mais comment on fait ? Il faut qu'on fasse une autre politique. Manifestement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que non seulement c'est injuste, si vous voulez, parce que c'est inégalitaire, mais en plus c'est inefficace sur le plan économique. Et je crois que là, on vit l'effondrement du bloc central, c'est-à-dire la fin de la fausse alternance droite-gauche
Macron a créé le bloc central, et le bloc central maintenant est tellement effrité qu'il a perdu la majorité aux dernières élections législatives. Et donc on se retrouve quand même dans un système démocratique, soi-disant, qui nous dit c'est la République, le bloc central, et sinon c'est le chaos, c'est-à-dire les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc on est dans un régime un peu à parti unique, où on nous explique qu'il y a la voie de la raison, et puis sinon ce serait que des voies, si vous voulez, de l'aventure et de la dictature ou de je ne sais quoi. Je dis juste que ça veut dire qu'on n'a plus de débat, on n'a plus de choix possible. Et ça, c'est un énorme problème. On fait comment pour en sortir ? Anne-Sophie Elsen. Juste pour revenir par rapport aux chiffres, je vous permets parce qu'il faut quand même être très clair, on a un dérapage du déficit public notamment important depuis 2022. Quand on regarde les chiffres du quoi qu'il en coûte, en raison des chiffres qui ont été redistribués, vous pouvez regarder le rapport de la Cour des comptes ou de l'INSEE, 2/3 ce sont les ménages, 1/3 ce sont les entreprises. Je vous invite à regarder les chiffres. Dans ces 2/3 sur des ménages, et c'est pour ça que c'est une situation aberrante, ça s'est traduit par une explosion du taux d'épargne. On a 3 300 milliards de dettes, mais 6 000 milliards de taux d'épargne, 19%, le taux le plus haut de la zone euro. En comparaison, on est à 4% par exemple aux États-Unis. Donc en fait, cette redistribution du quoi qu'il en coûte vers les ménages qui a été massive, au lieu que ce soit de la consommation, ça a été juste de l'épargne en plus. Quand vous dites il y a eu une rigueur budgétaire depuis des décennies, on n'a pas de budget qui est voté à l'équilibre, on est en déficit depuis 1974. Donc quand on est en déficit, et là par exemple on parlait des 40 milliards et qu'on a un déficit de plus de 5%, on ne peut pas dire qu'on soit dans une rigueur budgétaire. On peut parler de cette rigueur budgétaire, et là aussi, il faut regarder ce qui s'est passé en 2010, quand en effet, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, là, quand ils ont eu une rigueur budgétaire, je peux vous dire que ça n'avait strictement rien à voir que de se battre pour avoir plus de 4,5% de déficit. Quand on dit c'est l'Europe, il faut là aussi être très clair, le fait que l'on soit dans la zone euro, c'est uniquement grâce à ça qu'on est aujourd'hui dans cette situation et qu'on n'est pas plus dégradé. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste à cause de la zone euro. On peut donner un exemple contrefacteur. Encore que ça, je vous invite à regarder les chiffres. La Grande-Bretagne. 2 fois plus d'inflation et des gouvernements qui ont sauté parce que justement il n'y avait pas la prime de risque de la zone euro. Donc le problème c'est qu'on est dans une zone euro, on en profite, on est dedans et c'est grâce à ça qu'on s'est massivement endetté à très bas coût dans des dépenses de fonctionnement, mais de l'autre côté on a des règles. Dans ces règles, il y a en effet d'avoir un certain taux d'endettement et surtout un certain taux de déficit. Et nos partenaires européens essaient d'avoir des plans pour justement atteindre ces règles. Pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas une explosion de cette zone euro où vous avez des pays qui divergent de trop. Donc c'est important, je pense, juste si je peux me permettre de reprendre les chiffres, surtout dans ce qui a été distribué ou pas. Voilà. Si, quand vous dites toute la politique de l'offre ou tout l'argent du quoi qu'il en coûte, ça aux entreprises, c'est faux. Dans la politique de l'offre et du quoi qu'il en coûte, les 2/3 ce sont les ménages et 1/3 ce sont les aides aux entreprises. Je vous invite à regarder les chiffres de l'INSEE, de la Cour des comptes. Sur le quoi qu'il en coûte, parce que ça, c'est un mensonge qui est souvent véhiculé. C'est la Cour des comptes, la Cour des comptes ment. C'est de dire, mais vous allez, je pense, confirmer ce que je veux dire. C'est de dire qu'en gros, tout le déficit là, le problème, c'est le Covid. Et le quoi qu'il en coûte du Covid. Avant le Covid, en 2019. Chacun sait désormais que la dette ne date pas du Covid. Avant 2019 et 2018, on était déjà à des déficits à autour de 75 milliards d'euros. On était en dessous des 3%, donc ça n'a rien à voir. On respectait les 3%, en dessous des 3%, sauf qu'on était quand même en déficit et que du coup, sur les 1000 milliards d'endettement supplémentaires, on a quand même à peu près 700 milliards, c'est l'IFRAP qui le dit. L'IFRAP, c'est pas une instance communiste, vous me l'accorderez. Et donc, c'est 725 milliards qui sont structurels et il y a effectivement 300 milliards d'endettement qui sont liés au Covid. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on revienne à la composition du nouveau gouvernement qui devrait arriver. On ne sait plus dire si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est la semaine prochaine. En tout cas, Sébastien Lecornu poursuit ses consultations. Gérard Larcher, le président LR du Sénat, a commencé à dire, hier, il a évoqué une liste de 5 ou 6 dossiers sur lesquels ils peuvent se mettre d'accord. Mais en fait, le défi de la composition de ce nouveau gouvernement, il est... Là où il est titanesque, c'est que dans un premier temps, il va falloir faire du neuf avec de l'ancien. Tous les ministres veulent rester dans leur ministère. Oui, mais il y en a beaucoup qui veulent entrer aussi. Oui, non, et il y en a beaucoup qui frappent à la porte effectivement du gouvernement parce que précisément, je veux dire, de donner la raison, c'est que les députés, en particulier les députés Renaissance, mais les députés du bloc central, mais on le trouillomètre à zéro à l'idée d'une nouvelle dissolution et se disent que s'ils doivent avoir un quart d'heure warolien au gouvernement, c'est maintenant ou jamais. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont effectivement prêts à ramper pour avoir un gyrophare et une voiture de fonction. C'est uniquement la raison. Donc le défi qu'a Sébastien Lecornu, c'est encore une fois de composer avec des ministres qui veulent pour la plupart se maintenir. Bruno Retailleau en est un exemple, mais la plupart des dossiers chauds
à gérer, parce qu'on parle uniquement du budgétaire, mais il y a le dossier de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, pour n'en citer qu'un que connaît très bien Sébastien Lecornu, puisque c'est lui quand même qui a mis le feu au foudre. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça lui a pas forcément réussi. En s'obstinant sur le 3e référendum contre l'avis des autorités coutumières. Donc, vous voyez un petit peu... Mais est-ce qu'il va réussir à faire revenir LR dans le socle commun ? Ben, le problème, c'est que LR, dans un premier temps, va avoir des attentes maximalistes par rapport à ces lignes rouges. Donc LR ne va pas se contenter de vouloir un budget qui ne touche pas aux impôts. LR va vouloir la suppression... On a même entendu ici même, il y a quelques jours, on sent qu'il y a des lignes qui sont en train de bouger à droite. Sur, oui, il va bien falloir accepter un genre d'impôt plancher, même si ce n'est pas la taxe Zuckman, mais on sent qu'il y a des bougées qui ne sont pas loin. C'est le fait neuf, vraiment le fait nouveau. On entend certaines personnalités, soit dans le bloc central, soit à droite, vous dire que la gauche a décroché une victoire idéologique, culturelle, sur la taxe Zuckman, sur les patrimoines dépassant 100 millions d'euros, pardonnez-moi, de 2%. Donc ça, vraiment, entendre par exemple l'ancien rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve, Renaissance, vous dire ça, les bras vous en tombent. Mais c'est vrai. Pourquoi ? Elle est là peut-être la rupture ou Absolument. Le début de la rupture. Vous avez un fossé mais croissant entre un président de la République qui est retranché dans son palais, arc-bouté sur son bilan et qui ne veut rien céder à sa politique économique, et un groupe central, dans l'espace central, de bataillons parlementaires, de députés qui, voulant à tout prix conjurer la perspective d'une dissolution, sont prêts à en rabattre énormément sur le fond, cédant au Parti socialiste en particulier, des mesures fiscales, pourquoi pas les retraites, et puis on peut aller plus loin. Hein. On a une question d'un téléspectateur là, qui voudrait savoir s'il y aura des socialistes dans le prochain gouvernement. Olivier Faure a dit niet, mais est-ce que certains sont prêts à faire sécession ? J'ai un scoop pour vous, il n'y aura aucun socialiste dans le prochain gouvernement, tout simplement parce qu'on ne monte pas sur le Titanic une fois qu'il a déjà percuté l'iceberg. Une entrée au gouvernement pour un socialiste, ça veut dire quoi ? Exclusion immédiate de son parti, et par ailleurs, la possibilité, dans l'hypothèse d'une future dissolution, de ne pas être réinvesti par le Parti socialiste, et donc de devoir défendre sa candidature tel un auto-entrepreneur sur une circonscription. Vous voyez, c'est pas très enviable comme statut. Bon, en tout cas, au milieu de toutes ces consultations, il y a eu une visite surprise. C'est la petite histoire dans la grande d'Anna Cabana. Et cette visite surprise, Anna, c'est la visite que Sébastien Lecornu a rendue à Nicolas Sarkozy hier matin. Et oui, le tout nouveau Premier ministre est allé baiser la babouche de Nicolas Sarkozy le lendemain même de son arrivée à Matignon. Mais dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'entourage de Nicolas Sarkozy qui s'est empressé de le faire savoir en précisant que le nouveau Premier ministre s'était rendu dans les bureaux de Nicolas Sarkozy dans le 8e arrondissement de Paris, signe de respect à l'ancien président, et que Nicolas Sarkozy lui avait apporté son soutien et ses conseils. Alors au-delà du fait que Nicolas Sarkozy, évidemment, veut montrer qu'il compte. Cette photo est redoutable, Anna. Il compte encore, oui, vous voyez, c'est assez amusant. Donc il veut montrer qu'il compte encore, il veut montrer qu'il est encore le parrain. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce Premier ministre qui est présenté partout et par tous comme un fidèle de Macron est allé voir celui qui s'en est pris vertement et ouvertement à Emmanuel Macron une semaine plus tôt. On n'a pas oublié les mots de Nicolas Sarkozy sur le président de la République, coup sur coup dans une interview au Figaro et puis dans une conférence de presse donnée à Bruxelles. C'était le 2 septembre. C'est des mots qui actent la rupture. Il a dit la politique, c'est un truc de professionnel. Il a dit n'avoir jamais compris les choix de Premier ministre d'Emmanuel Macron, n'avoir jamais vu l'intérêt de la dissolution. Il a épinglé sa propension à demander un avis, puis à faire systématiquement le contraire. Sa propension à vouloir, je cite, faire entrer le pied droit dans la chaussure gauche. Bref, il a dézingué Emmanuel Macron, Adeline, et bien, qu'a fait Lecornu ? Eh bien, il est allé, lui, fidèle de Macron, se faire donner l'onction chez le parrain Nicolas Sarkozy. Sachant que l'entourage de Nicolas Sarkozy a fait savoir aussi que Sébastien Lecornu avait eu l'extrême diligence et l'extrême délicatesse d'appeler l'ancien président quelques heures avant sa nomination pour le prévenir. Qu'est-ce que ça veut dire, Anna ? Alors, ça veut dire que Nicolas Sarkozy, ça l'amuse beaucoup de mettre, au fond, au jour la double allégeance de Sébastien Lecornu, à la fois à lui-même Nicolas Sarkozy et à Emmanuel Macron, ce qui veut dire, Adeline, à personne, mais on va y revenir. Ça amuse beaucoup Nicolas Sarkozy de laisser entendre, ce faisant, qu'il pourrait y avoir un jeu
entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Et il a bien l'intention d'en jouer parce qu'il en veut terriblement à Emmanuel Macron, mais pas uniquement pour les raisons politiques qu'il a évoquées dans les interviews. Le nœud du problème, c'est la Légion d'honneur. Il ne pardonne pas, Nicolas Sarkozy, à Emmanuel Macron son exclusion de l'Ordre national de la Légion d'honneur et de celui du mérite, exclusion qui a été, comme vous le savez, publiée en juin au JO. Une sanction que Nicolas Sarkozy considère comme infamante et il est le deuxième chef d'État à perdre sa décoration et le premier c'était Philippe Pétain. Donc il y a vraiment pour Nicolas Sarkozy quelque chose d'insupportable. Les proches d'Emmanuel Macron assurent qu'il a été mis, le président, devant le fait accompli d'une décision qu'il avait publiquement désapprouvée à la fin du mois d'avril, en annonçant qu'en tant que grand maître de l'ordre, il ne signerait pas le décret de retrait. Mais Nicolas Sarkozy, il voit un manque de courage et d'hypocrisie parce qu'il ne lui a pas échappé à Nicolas Sarkozy, qui a eu un décret du 22 janvier, c'est-à-dire un décret postérieur à sa condamnation définitive, qui est très opportunément venu modifier le code de la Légion d'honneur afin d'exclure toute intervention du président de la République dans la procédure de retrait, ce qui permet à Emmanuel Macron, 1, de réprouver publiquement, et 2, de n'avoir rien fait pour l'empêcher, parce qu'il, censément, ne pouvait rien. Bilan, Nicolas Sarkozy lui en veut 2 fois plus. Et donc, du coup, à quoi joue Sébastien Lecornu ? Eh bien, il joue sur tous les terrains, parce qu'il a expliqué à l'Élysée, donc à Emmanuel Macron, qu'il fallait neutraliser la capacité de nuisance de Nicolas Sarkozy. Il a expliqué que ça pouvait être utile, Nicolas Sarkozy, parce qu'il aurait besoin, évidemment, et on l'a dit, du soutien des LR, et de pouvoir essayer de jouer sur les divisions à l'intérieur des LR. Et puis, il pourrait y avoir aussi besoin d'un coup de main du Rassemblement national. Et désormais, Nicolas Sarkozy, sur ce terrain-là, il peut aider. Vous vous souvenez que le RN a soutenu Nicolas Sarkozy sur cette fameuse affaire de Légion d'honneur. Mais la vérité, c'est que Sébastien Lecornu, en fait, il n'est ni sarkozyste, ni vraiment macroniste. Il est présenté évidemment comme un proche de Macron et lui-même le joue et le surjoue. Mais en fait, il ne l'est que depuis le grand débat. On s'en souvient, le grand débat post-Gilets jaunes. Avant, il était philippiste, avant, il était darmaniste. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais celui qui parle le mieux, ou plutôt le moins bien de Sébastien Lecornu, c'est François Bayrou. Il avait raconté, il avait laissé une petite phrase sur Sébastien Lecornu. C'est une petite phrase que lui, François Bayrou, a prononcée le 13 décembre, jour où Emmanuel Macron l'a finalement nommé Louis Bayrou. Mais au départ, Emmanuel Macron annonce quoi à François Bayrou? Qu'il va nommer Sébastien Lecornu. Et que lui répond François Bayrou? Il a dit « Moi, je vous ai suivi parce que vous vouliez faire de grandes choses. Là, c'est une toute petite chose. C'est un courtisan, Sébastien Lecornu, un courtisan et un apparatchik dont il faut vous méfier. » Fin de citation. C'est pas de moi, c'est de François Bayrou. Merci Anna. Antoine Aubordon, je voyais sourire. C'est très intéressant parce que alors au-delà effectivement de la dimension courtisane peut-être que l'on décrit parfois de Sébastien Lecornu, il y a aussi un ancien Premier ministre, un certain Dominique de Villepin, qui a eu des mots, mais alors extrêmement durs à son égard. Bien pire, oui. Le décrivant comme le toutou du président qui amuse le roi autour d'un bon verre de whisky en faisant des imitations. C'était pas particulièrement à son avantage, mais il y a des interviews plus importantes que d'autres dans la vie politique. Celle de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro l'est éminemment. Je dirais même qu'elle est peut-être prophétique. Parce que nous dit l'homme de la triangulation, l'homme qui a chassé sur les terres du Front National à l'époque pour faire reculer le Front National en 2007, il nous dit le vent de l'histoire aujourd'hui, c'est l'union des droites. C'est l'union des droites. Le Rassemblement national, il l'inclut dans l'arc républicain. Vous imaginez quand même la révolution qui s'opère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous dit Nicolas Sarkozy? En cas de nouvelle dissolution, il n'y aura pas simplement un Éric Ciotti égaré dans la nature. Non, non. Il y aura une véritable OPA de Marine Le Pen et du Rassemblement national sur la droite, ou ce qu'il restera de droite, et tous ces débris viendront s'agréger à la grosse machine du RN. On dit de Sébastien Lecornu d'ailleurs qu'il parle au RN. Marine Le Pen a fait savoir qu'elle se rendrait au rendez-vous, mais elle n'a pas encore reçu d'invitation. Quelle va être la stratégie du RN avec Sébastien Lecornu? Le RN, de mon point de vue, et les dernières prises de parole de Jordan Bardella et de Marine Le Pen l'ont bien démontré, est dans une stratégie de la terre brûlée. Ils vont pratiquer la politique de la terre brûlée. Alors, toutes les spéculations sont possibles. La piste la plus crédible est qu'ils fassent cela, qu'ils soient dans une forme de nihilisme, parce que, compte tenu de l'inéligibilité de Marine Le Pen, elle a besoin de disposer d'une loi d'amnistie. Ça, c'était les dernières informations qui nous étaient révélées par nos confrères du Monde. Il y a d'autres voies, d'autres possibilités pour elle de tester cette inéligibilité, notamment une question prioritaire de constitutionnalité. En clair, en cas de dissolution,
si elle était candidate chez elle sur sa circonscription et qu'on lui refusait la possibilité de se présenter au suffrage des électeurs, alors cette question prioritaire de constitutionnalité trancherait si oui ou non il y a une atteinte disproportionnée à la liberté des électeurs. Voilà ce que Marine Le Pen a en tête, et que dans un parti où, comment vous dire, ça file droit, elle obtiendra de ses députés godillots ce qu'elle veut. Il y a la crise politique dont on vient de beaucoup parler, il y a la crise sociale évidemment avec le mouvement Bloquons-Tout et la journée de grève du 10 septembre avant celle du 18, la semaine prochaine. Dans les cortèges, mercredi dernier, on percevait une convergence des colères, mais aussi quand même une grande lassitude. Je vous propose de regarder un court extrait du documentaire que LCP va consacrer dimanche soir à ce mouvement Bloquons-Tout. Regardez. La politique, elle continue à être de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée pour les citoyens. Et du coup, à un moment, voilà, nous on a dit on est là, on montre qu'on est là, qu'on ne lâche rien du tout. C'est la braise qui permet qu'il y ait le feu de la contestation qui reprenne. Voilà. La pancarte est déjà prête. La pancarte est prête. Demain, elle est sur le rond-point. Voilà, demain, elle est sur le rond-point. Emmanuel Macron était beaucoup visé dans les manifestations, sur les pancartes des manifestations du 10 septembre, dans ce mouvement Bloquons-Tout. François Boulot, le mouvement promettait d'ailleurs de paralyser le pays pendant une journée. Ça n'a pas exactement été le cas. Avec 48 heures de recul, comment vous l'expliquez ? Qu'ils n'aient pas réussi à bloquer ? Oui. Parce que c'est difficile de bloquer un pays, c'est un peu compliqué, il faut être nombreux. Moi, ce que je vois surtout, c'est que les gens, les Français, je trouve qu'ils sont très raisonnables. C'est-à-dire qu'ils ont essayé les pétitions, ça ne marche pas. Ils ont essayé les manifestations gentilles, notamment il y a 2 ans, au moment de la réforme des retraites. C'était organisé par les syndicats, ça n'a pas marché. La réforme des retraites est passée alors qu'il y avait 90% de la population active qui ne voulait pas de cette réforme. Ils essayent les élections, ça ne marche pas non plus. Parce que l'année dernière, ils se sont exprimés et on leur dit non, on va continuer comme avant. Donc pétition, manifestation, élection, il n'y a rien qui marche. C'est ça qui explique que vous ayez des mouvements sociaux après qui émergent, parce que les gens se disent, de toute façon, les voies traditionnelles ne marchent pas, donc il faut bien qu'on essaie de se faire entendre. Et j'attire votre attention sur un point qui peut être inquiétant, c'est que la violence devient de plus en plus légitime aux yeux des Français, aux yeux des gens. Si, et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, comme le pouvoir, depuis 8 ans, exercé par Emmanuel Macron, n'a jamais écouté, n'a jamais reculé, sauf une fois, au moment des Gilets jaunes. La seule fois où Emmanuel Macron a fait une petite reculade et où il a donné 17 milliards, vous vous en souvenez, c'était à la suite du mouvement des Gilets jaunes et des énormes manifestations extrêmement violentes qu'il y avait eu au mois de décembre. C'est la seule fois qu'Emmanuel Macron a reculé. Donc si vous voulez... Mais ce n'est pas la violence qui a fait reculer Emmanuel Macron. Le message qui a été envoyé aux gens, moi je peux vous dire, les gens en tout cas, c'est ça qu'ils ont dans la tête, c'est en fait, si on utilise des moyens traditionnels, il ne se passe rien. Pour se faire écouter des gens qui sont là-haut, faut faire des débordements. Moi, je suis le premier à le déplorer. Je ne suis pas en train d'inciter à ça. Mais je dis simplement, c'est ça qui se passe parce que de fait, on ne cherche pas les solutions pour améliorer concrètement la vie des gens. Anne-Sophie Massif. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans un contexte, paradoxalement, on parle de crise sociale, crise d'instabilité politique, mais en fait, économiquement, malgré tout, ça va, en tout cas on n'est pas dans une crise économique et ça ne va pas du tout si mal. Donc c'est ça qui est assez intéressant, on voit encore les derniers chiffres de l'INSEE qui ont été publiés à la note de conjoncture. On a une croissance certes qui est faible, mais c'est encore une fois parce qu'il n'y a pas de budget et donc les entreprises n'investissent pas et les consommateurs ne consomment pas. Mais quand on regarde les différents indicateurs, un par un sur le fameux pouvoir d'achat dont on a parlé pendant des années. Depuis 2024, on a une progression du pouvoir d'achat. Cette année, c'était le cas l'année dernière et encore cette année, comme on a une inflation très basse, 1%, pourtant on en a parlé des années de l'inflation. Là, les jubilés, elle est derrière nous, 1%, et les salaires augmentent plus, notamment dans les services. Donc en fait, on a un pouvoir d'achat qui revient. Et on le voit d'autant plus parce qu'on n'a jamais eu, encore une fois, autant d'épargne. Donc il y a énormément d'épargne sur les comptes, notamment concernant l'investissement des entreprises. Par exemple, on a des taux d'intérêt qui ont commencé à baisser de la Banque Centrale Européenne pour améliorer le financement des entreprises, pour que justement, elles investissent plus. Et on a une consommation donc potentielle, si on n'avait pas cette crise politique, qui pourrait augmenter de plus d'1 point. Donc on pourra avoir, si demain on a un budget, une croissance qui repart beaucoup plus rapidement, parce qu'on sait la consommation, c'est plus de 50% de la contribution à la croissance. Donc quand on regarde tout ça, si je peux finir, quand on regarde ça, qui sont encore une fois les chiffres de l'INSEE publiés dans la note de conjoncture, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une situation de crise économique. Et ce qui est assez intéressant historiquement, c'est quand on voit les grands mouvements sociaux, c'est jamais
ils n'ont jamais eu lieu quand on est vraiment dans une situation de chômage de masse, de faillite. On se souvient de la crise de 2008, là, qui a été une des crises financières les plus importantes. Eh bien, en effet, c'est pas quand vous êtes vraiment dans une crise de désespoir économique important que vous avez les mouvements sociaux. C'est plutôt quand vous avez un environnement économique qui ne va pas trop mal que vous avez. Mais sauf on a l'impression que c'est comme la température réelle et la température ressentie. C'est toujours la différence entre les chiffres et ce que l'on voit dans les chiffres, ce qui est vrai. Les chiffres de l'INSEE, c'est quand on voit l'inflation, etc. C'est votre carte bleue au supermarché. Donc, c'est justement, regardez, on est allé demander justement aux Français leur ressenti, parce que le gros point noir, c'est la consommation. Si la consommation repartait, la croissance repartirait sans doute beaucoup plus fort. Parole de Français ce matin sur un marché de Malakoff dans les Hauts-de-Seine. C'est signé Marco Pommier et Soraya Lawissi. La question du jour, c'est est-ce que vous avez le moral en ce moment? Non. Comme j'ai pas le moral, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de festoyer. Personnellement, je consomme plus. Quasiment pas. Sauf pour nous nourrir, mais sinon je consomme plus. On a peur, quoi. Enfin, on a peur. Oui, on a peur. Avec ça, je peux vous mettre un bon petit pour madame. J'ai fait 2 belles années de 2021 à 2023 où le marché était vivant, tout le monde était content, on avait une bonne clientèle. Et là, depuis 2 ans, on a remarqué, et pas que moi, tous les stands, bien sûr, qu'il y a une chute de clients, il y a moins d'animation. Vous avez le sourire, donc vous avez le moral. Tout le temps, bah oui. Moi, je suis heureux quand je vois ma petite cliente. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir, on voit au moins des clients qui sortent. Après, voilà, en période de manifestation comme ça, les gens sortent moins, ils font du télétravail. C'est vrai que c'est un peu le bazar, les gens ils savent pas trop, ils ont des questions, on espère que ça va se calmer avec le temps. Je vous ai payé? Ben oui, vous m'avez perturbé. Vous avez le moral ou pas, madame? Comme tout le monde, il n'est pas très haut parce que je suis en colère, je suis révoltée. Ça m'amuse un peu que nos politiciens ils se bouffent le nez, même si le terme n'est pas très joli. Alors que beaucoup de gens sont dans la panade, quoi. Beaucoup de gens ont des difficultés. Et je trouve que c'est pas admissible. Ça va suffire ou un peu plus? On ne peut plus embaucher, il y en a plein qui ferment, il y a trop de charges. Même les gens, ils regardent les prix, ils font tous attention. Avant, ils achetaient 3, 4, 5 produits pour la semaine. Maintenant, ils en achètent qu'un. Et eux, ils ne voient pas, ils sont là-haut. Voilà. Alors, ah non, je ne veux pas faire cette loi. Ah non, l'autre, il est contre. Non, trouver un dialogue, trouver une solution. Sinon, ça va exploser. Bonne journée, bon week-end. N'oubliez pas d'aller voter. Oui, allez, bonne journée à vous. Je vais vous dire, chaque voix compte, mais les Français, c'est quand même les meilleurs éditorialistes du pays. Non? Complètement. Les Vox Pop, ça vaut tout l'or du monde à condition de savoir les décrypter. Et à mon sens, ce qui est toujours très intéressant, c'est le hiatus qu'il y a entre 2 injonctions de demandes contradictoires de la part des Français. D'une part, vous avez un certain nombre de Français, y compris dans ce reportage, qui demandent à la classe politique de s'entendre. Coûte que coûte, entendez-vous. Mais l'entente, ça peut être la tambouille. Exactement. Donc, si vous voulez, d'un côté, on a des Français qui, effectivement, ont envie que le pays avance, ont envie qu'on trouve des solutions à leurs problèmes très concrets de pouvoir d'achat, ce petit patron sur le marché qui, lui, se sent accablé par les charges. Voilà. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on observe? C'est que dès lors que les Français ont le sentiment de quelque chose qui s'apparente à la tambouille, avec des gens qui se serrent les coudes pour en réalité se maintenir à des postes de pouvoir, qui sont noyés dans un grand espace central, comme ce qu'on appelait, fut un temps, l'UMPS. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux seules alternatives qui restent sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite. C'est les 2 seules alternances possibles, une fois que tout s'est confondu. Donc il ne faut pas, à mon avis, lorsqu'on entend dire des Français... on veut qu'ils s'entendent, en déduire que les Français voudraient une grande coalition à l'allemande ou de la combinazione à l'italienne. Non, ce n'est pas notre culture. Nous, en France, à mon sens en tout cas, il y a besoin d'options claires et tranchées. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de campagne, notamment en 2022 lors de la réélection d'Emmanuel Macron. Eh bien, il est là aussi l'émaillala de Sébastien Lecornu, c'est les colères et les lassitudes de tous les Français. En attendant donc la composition du gouvernement, merci à tous les 3 d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque voix compte. Tout de suite, c'est la question qui fâche.
Ah, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps. Vous attendiez fébrilement votre bulletin scolaire. Vous saviez que vous aviez fait un mauvais trimestre, mais vous promettiez de vous appliquer pour le suivant. Ces promesses allaient-elles suffire à sauver votre bulletin? Eh bien, la France est ce soir dans cette position du mauvais élève qui attend sa mauvaise note. L'agence Fitch doit rendre à 22 h son verdict. C'est la question qui fâche, préparée ce soir par Baptiste Garguy-Chartier. La France en zone de turbulence économique. À défaut d'un budget pour 2026, l'agence de notation Fitch pourrait abaisser la note de l'Hexagone. Le pays est aujourd'hui doté d'un double A, dit bonne qualité, mais le risque ce soir est de voir basculer cette notation en qualité moyenne. Une France en sursis et les interrogations fusent. Peut-être la dégradation à nouveau. Alors ça vous inquiète ou on joue à se faire peur avec ces agences? Parce qu'il faut se dire, oui, c'est terrible, il va peut-être ce soir, on va être dégradé. Pour leur notation, les agences s'appuient sur la santé économique du pays, mais aussi sa capacité à rembourser sa dette. Le sujet divise. Entre droite et gauche, à chacun sa méthode. Hier soir, la ministre sortante des comptes publics tire la sonnette d'alarme. Et ça me rend malade de penser que, au fond, on ne soit pas capable, là, dans les 2 ans qui viennent, de se dire, oui, il y a manifestement des enjeux de dette et de déficit. Et on ne va pas les contourner. Une rhétorique dénoncée à maintes reprises à gauche. Sujet, dit-elle, non préoccupant. Quand on essaye de faire peur en disant « Regardez, vos pauvres enfants, ils vont recevoir que des dettes », mais pas du tout. Certains vont recevoir beaucoup d'héritage. Et en fait, au total, ce qu'on va laisser à nos enfants, patrimoine privé et patrimoine public confondu, n'a jamais été aussi élevé. La dette fait l'objet de toutes les attentions. Côté patron, certains relativisent, à l'image de Mathieu Pigasse. Est-ce qu'il faut maîtriser la dette et la garder sous contrôle? La réponse est oui. Évidemment. Est-ce que, je reprends la formule de François Bayrou, le pronostic vital de la France est engagé? À l'évidence, non. La France, elle n'a aucun problème de liquidité. La France plongée dans une incertitude économique. Le verdict des autres agences américaines est également attendu d'ici fin novembre. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Faut-il avoir peur des agences de notation ? Faut-il avoir peur des agences de notation? Bien, cette question qui fâche, on la pose ce soir à nos 3 invités. Bonsoir Constance Le Grip, merci d'être là, députée Ensemble pour la République. À vos côtés, Christine Lavarde, sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Bonsoir et merci d'être là. Et Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français, est également avec nous depuis Brétigny-sur-Orge, où vient de débuter la fête de l'humanité. Merci d'être avec nous, Léon Desfontaines. Est-ce que le sujet de la dégradation de la note souveraine de la France occupe les esprits de la fête de l'humain ce soir d'abord? Alors, je pense que ce soir, on va lancer la fête de l'humanité. Déjà, vous l'entendez peut-être derrière moi, les concerts ont débuté. La fête a bel et bien débuté. Il y a beaucoup de débats politiques, surtout sur l'avenir de la France, l'avenir du gouvernement. Et bien évidemment, la question et la situation économique, bien sûr, de la France, mais aussi l'état de son industrie, va animer nombreux débats dans cette fête, mais toujours avec un esprit de fraternité, d'enthousiasme, en tout cas, vis-à-vis de l'avenir et d'optimisme, en tout cas, on l'espère. Et c'est bien l'objectif de cette fête de l'humanité. Et quel regard vous portez sur ces agences de notation qui menacent donc ce soir, en tout cas pour la première, pour Fitch, de dégrader la note souveraine de la France? Je pense que c'est symptomatique de la situation économique dans laquelle se trouve la France depuis de nombreuses années. La première chose, c'est qu'on est devenu dépendant des marchés financiers. Nous empruntons aujourd'hui sur les marchés financiers et donc l'endettement de la France augmente parce que tout simplement on va emprunter à des taux plus élevés parce qu'il va y avoir un déclassement de la France. Mais la question fondamentale n'est jamais posée, c'est la question de la production en France. Est-ce qu'on sera en capacité un jour ou l'autre d'avoir un gouvernement qui mène une réelle politique en faveur de la réindustrialisation de notre pays? Si on ne pose pas ce sujet à l'ordre du jour des débats parlementaires, des débats sur la nomination du futur gouvernement, alors nous ne répondrons jamais aux défis économiques qui nous fait face. Le sujet fondamental, c'est quel sera l'avenir de la production, par exemple, d'acier, l'avenir de la sidérurgie en France, l'avenir de la filière automobile. Est-ce qu'on sera en capacité de réindustrialiser, de rapprocher des productions et de pouvoir produire plus de richesses sur le territoire national? C'est ça en réalité la question fondamentale. Et je crois que les réponses qui sont proposées par le bloc dit central, rassemblant les Républicains et les macronistes, ne permettent pas d'y répondre. Ça fait des années qu'on fait une politique qui vise à baisser le taux d'endettement. La réalité, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'endettement, premièrement, et surtout, deuxièmement, on n'a jamais eu autant de plans sociaux d'entreprise, on n'a jamais eu autant de suppression d'emplois dans notre territoire, et donc il faut à tout prix sonner l'alarme et dire qu'il faut un choc d'investissement
pour permettre de réindustrialiser le pays, développer des services publics nous permettant d'accroître les productions de richesse sur le territoire national. Eh bien, on va poser la question aussi à Constance Le Grip et à Christine Lavarde. D'abord, cette notation de Fitch qui doit intervenir ce soir, cette possible dégradation de la note de la France, est-ce que vous la redoutez? Est-ce que ça vous fait peur? On peut voir que les marchés financiers sont assez sensibles au contexte politique et il n'y a qu'à voir comment le spread, c'est-à-dire la différence des taux d'emprunt entre la France et l'Allemagne, a évolué jusqu'à atteindre un paroxysme au moment du premier tour des élections législatives au mois de juin dernier. Après la dissolution. Ensuite, juste après la dissolution, pour se resserrer quand on a eu la photographie de la nouvelle Chambre élue et que finalement on a constaté qu'aucun des extrêmes n'était arrivé au pouvoir. Après, ce n'est pas la première fois que la France est dans une situation économique et politique surtout compliquée au moment où les agences de notation vont rendre leur verdict. C'était le cas au moment où Standard & Poor's, il y a 6 mois, justement, a décidé de maintenir la note de la France et de ne pas la dégrader. Et dans l'avis de l'agence, il était indiqué qu'elle attendait de voir quel serait le contenu du projet de loi de finances pour 2026 et les résultats du conclave sur les retraites. Mais je trouve très intéressant ce que disait Léon Desfontaines à l'instant, et ça va vous paraître surprenant. Je suis d'accord avec lui sur le constat. On a un accord ce soir entre le Parti communiste français et les Républicains. Mais je voudrais poursuivre. Je suis complètement d'accord avec lui sur le constat. Notre vrai problème aujourd'hui est un problème de production, c'est un problème de PIB et de PIB par habitant. Notre PIB par habitant décroît d'année en année et c'est ce qui est notre vrai sujet. Après, sur les solutions, quand j'entends dire qu'on n'a rien fait, il me semble qu'on a plutôt eu quand même une politique de l'offre, qu'une politique qui est allée soutenir les entreprises, parfois peut-être trop loin, la politique du quoi qu'il en coûte pendant la crise de la Covid. On en paye les conséquences aujourd'hui en matière d'endettement. Mais en tout cas, on a maintenu à flot nos entreprises. Aujourd'hui, le vrai problème, il est là. Nous devons produire plus et c'est là où on va certainement avoir des désaccords sur les solutions, puisque, par exemple, produire plus, c'est aussi devoir travailler plus longtemps, et ça, je ne suis pas certaine que Léon Desfontaines soit d'accord avec moi. On a des vrais problèmes de rigidité sur le marché du travail. Voilà, on a tout un tas de sujets. Je pense que nos réponses seront différentes. Par contre, là où il a raison, c'est qu'il est urgent que notre pays crée plus de richesses. Et il faut lever tout un tas de freins, justement, qui empêchent nos entreprises d'y arriver. Constance Le Grip, est-ce que vous diriez que tous les ingrédients sont réunis pour que la note soit dégradée et qu'il faut ce soir préparer les esprits à ce que Fitch passe la France d'un triple A à un simple A? Je ne suis pas sûre que tous les ingrédients soient réunis. Moi, je me garderais quand même d'exagérément affoler nos compatriotes et d'exagérément mettre l'accent sur le travail des agences de notation, qui est tout à fait important et intéressant, bien évidemment. Mais on ne peut pas résumer le diagnostic et la situation économique, budgétaire, sociale, fiscale, politique d'un pays à des notations. On parle d'un risque de dégradation, nous verrons bien. Il y a en réalité, depuis l'instabilité politique qui est vue partout dans le monde et aussi par les agences de notation depuis la dissolution de l'été dernier, il y a en réalité déjà une intégration de facto par les agences de notation, par les marchés, du fait que il y avait un petit facteur risque et en réalité, on l'a bien vu, le coût de l'emprunt, nos taux d'intérêt ont augmenté assez récemment. Donc, on ne va pas avoir à connaître... Voilà, c'est la réalité. Oui, on est même passé légèrement au-dessus de l'Italie qui, elle, a une pire note que la nôtre. Ont déjà intégré que nous connaissions effectivement une phase d'instabilité politique et que manifestement, il y avait un certain nombre de facteurs qui montraient que nous avions des difficultés collectivement à travailler au sein du Parlement pour mettre en place un budget et boucler un budget dans les temps. Donc voilà, mais vous êtes d'accord sur le fait que si ce soir tragique et dramatique de ce qui sortira. D'autant qu'on est vendredi, donc a priori il faudra attendre la réaction des marchés lundi, mais forcément ça fait mauvais genre. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu le triple A il y a un moment. Bien sûr. Alors, ça avait été la notation A+, si c'est vers celle-ci que l'agence de notation Fitch s'oriente,
C'est une notation moyenne. Hein. Ça correspond à une qualité moyenne supérieure. C'est pas non plus la fin du monde. C'est pas une super mauvaise note sur un bulletin de notes. Très franchement, voilà. Écoutez un petit peu les spécialistes. À l'échelle de l'Europe, par rapport aux voisins, c'est pas glorieux. Glorieux. Je ne dis pas que c'est glorieux, mais en réalité, on voit bien que un certain nombre, et ça mettra la pression sur à la fois le gouvernement et je l'espère les parlementaires, pour effectivement se montrer responsables, boucler un budget et engager quand même résolument un chemin de réduction de la dépense publique. Ça peut avoir cet effet d'électrochoc, une dégradation de la note. Gardons-nous, pensons aux Français et gardons-nous d'expressions... je le dis comme je le pense, hein, aussi choc et un peu anxiogène. Moi, j'espère qu'indépendamment de l'agence de notation Fitch ou d'autres agences de notation, il y a quand même une prise de conscience qui va s'opérer dans notre pays et qui va également s'opérer au sein de l'Assemblée nationale, qu'il faut quand même qu'on s'engage sur un chemin de responsabilité et un chemin de réduction de la dépense publique. Tout en écoutant les Français, on entend parfaitement les différents messages qui sont lancés. Il y a une demande de justice fiscale, pourquoi ne pas le dire. Michel Barnier déjà l'avait dit en son temps, François Bayrou l'a redit, l'actuel Premier ministre en est parfaitement conscient, mais nous devons construire ensemble un chemin résolu vers l'assainissement de nos finances publiques, ça c'est incontestable, agence de notation ou pas, c'est clairement pour préparer l'avenir, pour retrouver des marges de souveraineté et puis pour pouvoir effectivement, là je rejoins ce que disait la sénatrice Lavarde, redevenir pleinement une terre de production. Nous ne travaillons pas assez, c'est-à-dire qu'il nous faut mettre plus de gens au travail, nous devons produire plus de richesses, plus de gens au travail. C'est peut-être travailler plus, effectivement, travailler plus longtemps, mais aussi mettre beaucoup plus de gens au travail. La question de l'emploi des seniors, elle commence à être bien appréhendée. Continuons à faire preuve de créativité et d'inventivité pour ramener les seniors que certaines entreprises ont peut-être un peu trop rapidement éloignés dans le travail et continuons vraiment d'arrache-pied à lutter contre le chômage des jeunes et à mettre plus de jeunes sur le marché du travail dans les forces actives. C'est l'un des enjeux essentiels que nous avons. Mettre plus de gens au travail, produire plus de richesses. Bon, Léon Desfontaines, vous étiez d'accord sur le diagnostic, là, tous ensemble. Vous n'êtes pas d'accord sur les remèdes. Hein. Je vous voyais osciller de la tête. Non, je ne suis pas du tout d'accord sur les propositions. Déjà, premièrement, ce serait trop simple de dire que si nous sommes dégradés au niveau de la notation, ce serait de la responsabilité de l'instabilité gouvernementale. Lorsque nous avons perdu le triple A pour un double A, ce n'était point lié à un contexte, tout à fait, ce n'était pas lié à un contexte d'instabilité gouvernementale. Il y avait une majorité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle très concrètement. Pourquoi nous ne produisons plus suffisamment dans notre pays ? C'est parce que nous avons tout simplement délaissé notre industrie, la production industrielle à d'autres pays. Là, je vais poser des sujets très concrets. ArcelorMittal, si nous perdons la production d'acier sur le territoire national, ce n'est pas vrai que nous allons réussir à sauver toute l'industrie de la métallurgie. Nous ne produirons plus de voitures sur le territoire national. Si nous n'avons plus d'acier, nous ne pourrons plus réindustrialiser le pays. Et donc la question fondamentale qui se pose sur ArcelorMittal, par exemple, c'est est-ce que vous seriez favorable, par exemple, à la nationalisation d'ArcelorMittal pour permettre de produire l'acier sur le territoire national ? C'est une question concrète. Sauf que pour ça, on a besoin d'allonger des milliards. Très vite. Non, pas favorable. Honnêtement, ce sont des recettes du passé. La nationalisation, ça coûte très très cher, d'une part, et je ne pense pas du tout que ce soit cela, la nationalisation d'ArcelorMittal, qui permettrait d'être compétitif sur les marchés mondiaux. Mais si on perd la production d'acier, comment on fait pour réindustrialiser concrètement le pays ? Parce que le sujet, c'est celui-ci. D'ici 5, 10, 15 ans, on ne produira plus d'acier si on laisse faire Mittal. Et le deuxième sujet, c'est qu'on déverse des milliards d'argent public tous les ans à des entreprises qui suppriment des emplois. Mittal a reçu de l'argent public, de l'argent de nos impôts, de l'argent des Françaises et des Français, et pourtant il annonce systématiquement année après année des suppressions d'emplois. Je suis obligée. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir dans Chaque Voix compte. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première semaine de Chaque Voix compte. Dans un instant, c'est Débat Doc avec Jean-Pierre Gracien. Lundi à 19h30, vous retrouvez Lundi c'est politique. C'est la rentrée aussi pour Francis Letellier qui reçoit Yael Braun-Pivet. Et nous, on vous donne rendez-vous mardi à 19h30 pour Chaque Voix compte. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine. À mardi. Je ne suis pas prête de revenir.